Aujourd'hui, on va pas parler business Amazon, on va plutôt parler de l'état d'esprit, du mindset. Vous savez, cette chaîne s'appelle Business et Mindset. Donc aujourd'hui, ça sera plutôt sur le côté mindset qu'on va angler les choses. La... En fait, c'est pas une question, c'est une remarque. Une remarque que je me fais, ce que je vois un peu autour de moi et que je vois même dans les médias, à la télé, un peu partout. À chaque fois, en Occident, qu'on voit les Africains font toujours partie de la population la plus pauvre, que ce soit du quartier, ou que ce soit de la ville, que ce soit même du pays. C'est la question qu'on se doit tous de se poser. En tout cas, que moi j'essaie de me poser. Il s'agit-il d'une malédiction qui touche que les Africains, notamment que des Noirs, ou c'est notre façon de voir la vie ou notre façon de réfléchir qui fait en sorte que on est systématiquement les plus pauvres, les moins bien lotis dans chaque endroit du monde où on se trouve. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play. Bonjour, mon nom est Alain. Cette question de l'Africain qui est misère, qui est en galère, qui est pauvre, qui est sous assistanat, c'est une question qui me brûle les lèvres, à chaque fois que je vois les Africains, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Africains riches, il n'y a pas des Noirs riches, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit un peu partout dans les pays occidentaux. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la communauté prise dans l'ensemble, les Noirs seront toujours les plus défavorisés, que ce soit au niveau matériel, ou même au niveau associatif, au niveau... c'est-à-dire que ce sera toujours ceux qui seront derniers dans l'échelle des communautés. Quand je vois que je suis dans une ville comme Lyon, un jour, je me lève, je dis à ma femme, viens, on va aller manger un bon restaurant africain. Ça, c'est juste une anecdote. Manger un bon restaurant africain sur Lyon. Lyon, c'est la deuxième ou la troisième ville plus grande de France. Et qu'on va sur Lyon, on tourne en voiture, on cherche partout, on ne trouve pas un restaurant digne de ça. Je me dis pourquoi. Les Africains, ça fait très longtemps qu'ils sont implantés en France. Ça fait longtemps que les Africains, depuis la Deuxième Guerre, qui sont venus pour tout ce qu'on entend, venir aider à reconstruire la France, tout ça, blablabla. Il y a d'autres communautés qui sont arrivées en même temps, que ce soit les communautés asiatiques. Pourquoi un truc aussi banal, aussi simple, n'est pas possible dans une grande ville? Que vous me dites que dans une petite ville au fin fond de la France, au milieu de la France, que tu trouves pas un restaurant africain, why not? Il n'y a pas beaucoup de Noirs, c'est normal. Mais sur Lyon, la deuxième ou la troisième grande ville de France, tu ne trouves pas un restaurant africain pour t'installer, t'asseoir, manger, comme dans un restaurant classique. On n'en trouve pas. Pourquoi? Tu veux manger, je sais pas moi, asiatique, t'en trouves à tout bout de champ. Tu veux manger, je sais pas moi, espagnol, arabe, tout ce que tu veux, tu peux le trouver. Mais pourquoi on ne le trouve pas africain? Vous allez me dire, oui, ça existe les restaurants africains. Bien sûr, ça existe. Mais vous voyez ce que c'est? Ce sont des boui-boui dans des coins de rue, dans des endroits peu fréquentables. Tu rentres dans un restaurant, dans ces petits, soi-disant restaurants, tu ressors tes vêtements sans de la fumée, de la friture. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de structuré. C'est pas quelque chose qui donne envie d'y aller.
Les gens qui vont là-bas, c'est parce qu'un tel, il connaît un tel qui est allé là-bas, parce que c'est un tel maman qui fait la nourriture là-bas, donc on y va. Mais quand tu reviens, c'est-à-dire 2 ou 3 mois, allez, 4 mois plus tard, pour essayer de venir manger dans ce petit boui-boui, qu'est-ce que tu trouves? Fermé. Donc, pas de pérennité. Pourquoi systématiquement? C'est notre façon de réfléchir. En fait, je pense que nous, les Africains, quand je dis ça, il faut pas s'en offusquer. C'est pas, je ne pointe pas une personne du doigt. Je pointe la communauté tout entière. Comme j'avais une discussion la dernière fois avec mon fils, il disait qu'en fait, on ne joue pas collectif. Individuellement, oui, il y a des Noirs qui s'en sortent, qui ont des situations très très confortables. Il y a des Noirs qui font des grandes études, qui se retrouvent à travailler, à avoir des très grands postes dans des très grandes entreprises. Ça, je le sais très bien. Mais elle est où la plus-value par rapport à la communauté? Prenons l'exemple des Chinois, des Asiatiques. Fut un temps, il n'y a même pas, allez, on va dire 20 ans, la nourriture chinoise était très mal vue en France. On disait quoi? Les Chinois, ils mangent des rats, ils mangent des chiens, ils mangent des chats. Je ne veux pas aller manger dans des restaurants chinois. Aujourd'hui, il se passe quoi? Si tu veux manger chinois à n'importe quelle heure, tu peux commander chinois et venir chez toi. Il y a des restaurants chinois un peu partout dans l'Hexagone. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se sont imposés. Si tu veux, parce que si tu veux t'imposer, tu vas imposer ta culture, ta façon de faire. Il faut déjà, ça passe d'abord par la nourriture. Donc les mecs, ils se sont imposés, ils se sont implantés partout. Aujourd'hui, c'est courant de se dire un vendredi ou un samedi soir, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va manger quoi? Ah, je vais manger chinois, je vais manger japonais, je vais manger indien. À quel moment, à quelle date on va dire, oui, ce soir, bon, on va manger camerounais, on va manger sénégalais, on va manger malien? À quel moment? Mais nous, ça ne nous dérange pas. Nous, quand je dis nous les Africains, on va dans ces restaurants-là, on voit comment les gens ils se développent. Mais à quel moment, nous aussi, nos leaders, ils se disent pas, mais nous aussi, on a une culture. Nous aussi, on a de la nourriture chez nous. Nous aussi, on a des choses à partager au monde. Pourquoi est-ce que nous aussi, on n'essaye pas de se développer là-dedans? Et aussi faire découvrir nos produits, notre façon de vivre, notre façon de manger aux autres communautés du monde. C'est dans toutes ces petites choses qu'arrive le respect. Si tu veux que quelqu'un te respecte, il faut aussi lui imposer ta culture. Au début, c'est normal, c'est pas évident. Quand tu connais pas quelque chose, bah, les gens ils sont forcément réticents. À l'instar de ce que j'ai dit par rapport aux Asiatiques, que les gens ils étaient assez méfiants en se disant, on sait même pas ce qui est dans leur name. Vous voyez, tous ces trucs de dénigrement, ça existait pour les Asiatiques. Aujourd'hui, c'est pratiquement terminé. N'importe qui, dans la couche de la société, que ce soit des gens riches, des gens pauvres, les gens aisés, ils mangent asiatique, ils mangent chinois, ils se posent même plus la question que est-ce que c'est du chien ou du chat. Parce que ils ont réussi, en travaillant, sans se plaindre, à imposer leur façon de voir les choses. Pourquoi vous allez dire, là vous allez me dire que peut-être qu'ils ont de l'argent. Mais non, ils n'ont pas d'argent forcément. Parce que, première chose, les Asiatiques, vous allez dire, mais je parle toujours des Asiatiques. Oui, parce qu'en fait, c'est une communauté qui est un peu semblable aux nôtres. C'est des gens, au départ, qui sont un peu mis de côté, qui sont un peu moqués. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pareil, hein, ça, tu sais, quand je dis il n'y a pas si longtemps, c'est une échelle d'une trentaine d'années. Les voitures, les voitures asiatiques qui viennent en Europe, personne ne les achetait. Que ce soit à part les Japonais, Chinois, Coréens, tout ça, on disait que c'est de la merde. Chaque chose qui était soi-disant fabriquée en Chine, c'était très mal vu. Aujourd'hui, 99% des choses, que ce soit vêtements, appareils, même véhicules, ça vient où? Ça vient de Chine, de Corée, tout ça. Pourquoi? Parce que les mecs, ils se sont tus. Tu les as pas entendus se répandre dans les médias, à pleurer, à dire ouais, l'État français. Non, non, non. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Aujourd'hui, tout est fait en Chine. Si la Chine est fermée, le monde entier est mort.
tout est accepté que c'est la Chine qui décide pratiquement de la politique dans le monde entier, au niveau de la fabrication d'objets. Pourquoi chez nous, en Afrique, nous, les Africains, sans parler du pays, pourquoi nous, ça ne change pas? Là, ça ne change jamais. La grande question aujourd'hui, peut-être ça va faire hurler les gens. C'est ce que j'avais dit à mon fils, j'avais discuté de ça avec mon fils, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça va faire hurler les gens. On se plaint toujours en disant, il y a eu de la colonisation, pas la colonisation, il y a eu de l'esclavagisme en Afrique. Oui. Vous savez, à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des Juifs aussi qui ont été déportés, qui ont été tués en Allemagne. À partir de ce moment-là, c'est un fait historique. Tout le monde le sait, on est tous au courant. Il y a eu de la colonisation en Afrique. Qu'est-ce que les Africains ont fait aujourd'hui pour dire que, ok, on a souffert par rapport à une certaine façon de voir la vie, ou par rapport à une certaine population qui est venue nous prendre en esclavagisme. Aujourd'hui, on va s'organiser pour que plus jamais dans l'histoire ça n'arrive. Vous pensez que si aujourd'hui les Américains, les Français, les Allemands décidaient d'aller en Afrique, reprendre des Noirs dans des bateaux pour aller les faire travailler dans des champs, est-ce que vous pensez que ça pourrait ne pas être possible? Est-ce que vous pensez que les Africains sont assez forts pour pouvoir se défendre d'eux-mêmes? Quand j'ai dit d'eux-mêmes, sans attendre l'aide des Occidentaux. Parce que si ce sont des Occidentaux qui décident de venir, comme ils ont fait à l'époque, ce n'est pas une critique, c'est un fait de l'histoire. De dire, ok, aujourd'hui, il n'y a plus de ressources chez nous, on a besoin de main-d'œuvre, maintenant on va aller en Afrique, on va aller chercher de la main-d'œuvre massif, on va les attraper, on va les mettre dans les bateaux, ils vont venir travailler de force ici. Quelle organisation, quel pays a une puissance pour résister, pour dire non, ce n'est pas possible, vous n'allez jamais réussir? Dites-le moi. Moi je pense que si les Occidentaux vous devez recommencer, ils pourront recommencer sans souci, parce qu'il n'y a aucune résistance, il n'y a pas eu de réflexion à part la plainte. C'est-à-dire, ouais, les pauvres nous a fait ci. Oui, on t'a fait ça. Quand quelqu'un te fait quelque chose à un moment donné, ok, tu m'as fait ça. Par contre, derrière, moi, je me prépare. Que la prochaine fois que tu reviens, ou que tu as même l'idée que tu reviennes, il va se passer quoi? Tu vas trouver quelqu'un en face de toi qui va résister. Le Cameroun va résister? Elle est où la grande armée de l'Afrique? Elle est où la grande armée? Et sont où les bombes nucléaires en Afrique? Il n'y en a pas. Israël, les Juifs, ils ont fait quoi? Ils se sont rassemblés dans un pays, ils se sont armés jusqu'aux dents, ils se sont fait leur arme nucléaire. Aujourd'hui, essayez de toucher un cheveu d'un Juif. Vous allez voir la force de frappe qui va s'abattre sur vous. Voilà ce que j'appelle l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que nos jeunes, nos parents, qui sont au pays, ou même qui sont ici, ils envoient les enfants ici en Europe apprendre, faire des grandes études, bac plus 5, plus 6, devenir docteur, devenir tout ce que tu veux, ingénieur, je sais pas quoi. Que font ces gens? Que font ces cerveaux? Ces cerveaux restent en France, dans des multinationales européennes, occidentales. Et derrière, qu'est-ce qu'on entend? Oui, l'Afrique ne va jamais se développer. L'Afrique ne changera jamais. On se fait piller, on se fait ci. Vous savez, c'est quoi la richesse d'un pays? À mon avis, à mon sens, la richesse d'un pays, ce n'est pas son sous-sol. Ce n'est pas les biens qu'il peut posséder. Non. La richesse d'un pays, c'est la matière grise de sa population. Parce que si tu as une population qui réfléchit, qui a des compétences, les biens, ça peut se créer. En sachant que l'Afrique, c'est pas ce qui manque. La matière première, c'est pas ce qui manque. Mais ce qui manque,
Ce sont des cerveaux. Mais les cerveaux, ça ne veut pas dire que les Africains sont plus bêtes que d'autres. Non. Au contraire, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que les cerveaux les plus brillants qui viennent d'Afrique font quoi? Ils restent en Europe, là où ils vont, pour chercher de la compétence. On va revenir encore une fois sur les Asiatiques. Que font les Asiatiques? Que faisaient les Asiatiques à l'époque? Ils prenaient leurs élèves les plus brillants, les envoyaient aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, s'instruire. Et après obtention de leur diplôme, ils rentraient dans leur pays pour essayer d'augmenter la valeur de leur pays. C'est-à-dire que les médecins, il leur faut des médecins. Quand tu te rends compte qu'un pays comme le Cameroun, il y a plus de médecins camerounais, nationalité camerounaise, qui pratiquent en France que des médecins camerounais qui pratiquent au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a pas de médecins, alors qu'il y en a plus ici en France. Donc ça veut pas dire que les Camerounais ne peuvent pas être des bons médecins, parce qu'ils sont là, mais ils sont en France, ils pratiquent en France. Et ça, vous allez me dire aujourd'hui, mais oui, c'est bien, tu es dans la critique, mais au pays, les enfants, il ne faut pas rentrer après l'obtention de leur diplôme ici en Europe. Oui. Parce que la politique, en Afrique, il y a de la corruption, il y a tout ce que tu veux, on bloque les postes. D'accord. Ça on est à peu près d'accord. Mais vous savez que, à un moment donné, les choses ne peuvent pas venir à nous si on ne les force pas. Quand je dis ça, la plupart du temps, en fait, je parle aux parents. Parce que les parents africains qui sont ici en Europe, ou qui sont même au pays, qui envoient l'argent, qui envoient leurs enfants faire des études en Europe, eux, ces parents-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que leurs enfants aient les meilleurs diplômes possibles et rester en Occident travailler. Sous prétexte qu'au pays, il n'y a pas de travail. Mais qui va créer ce travail? Si, vous savez, c'est comme quelqu'un qui arrive en retard tout le temps, qui va dire, oui, mais moi j'arrive en retard parce que les autres, ils arrivent en retard. Donc au final, à quel moment on va briser cette roue, cette chaîne, de se dire, attends. Peut-être que moi je serai le premier. Mon fils, il va aller faire ses études en Europe. Je vais lui expliquer que son pays a plus besoin de lui que l'Europe ou que la France, que les États-Unis. Notre pays a plus besoin de sa jeunesse que les autres pays occidentaux. Nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'individu. On regarde notre famille, personnellement. Mais on ne regarde pas dans l'échelle. Même si la politique du pays en elle-même ne favorise pas le retour au pays, ne favorise pas l'émergence des jeunes. Mais bon sang, vous savez quoi? Mandela est allé en prison pour défendre quelque chose. Pourquoi est-ce que il n'y a pas... En fait, vous savez, il n'y a pas besoin de tout le monde. Il n'y a pas besoin que toute la population se soulève. Il y a besoin de quelques minorités de cerveaux, de gens qui réfléchissent pour pouvoir changer les choses. Et ça part des parents. Ça part des parents, de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur dit par rapport à notre pays? Est-ce que notre pays est juste une image de misère? Est-ce que notre pays, c'est juste un endroit où on va en vacances, on mange, on rigole, on fait la fête, on rentre en France? Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend à nos enfants le pays de leurs ancêtres ou même le pays de leurs parents? Parce que la plupart du temps, les parents sont encore camerounais ou africains. Quand je dis camerounais, ça peut être sénégalais, ça peut être... On a cette fierté de dire mon fils a réussi en France, ma fille a réussi aux États-Unis, il a une entreprise, il travaille chez IBM, il travaille chez Apple aux États-Unis. Oui, mais nous, c'est pas ce qu'on veut en fait. Ce qu'il nous faudrait, c'est pas ça. C'est ces cerveaux-là, les gens intelligents, qu'eux aussi vont nous créer des Apple, des Microsoft au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, ou même au Maghreb. Il
En fait, je vais vous redonner un petit exemple. Parce qu'à chaque fois, quand je parle, j'ai besoin d'illustrer des choses par les exemples. On va prendre un autre aspect. C'est-à-dire qui est le sport. Le sport, on connaît tous. D'accord? Le football. J'ai posé la question à mon fils. Tu sais, quand tu vas dans des clubs de foot, chez les jeunes, il y a les parents de ces jeunes-là, que ce soit des Marocains, des Tunisiens, des Algériens. Combien d'enfants tu vois qui portent le maillot de l'équipe de France chez les jeunes? 10, 11, 12, même plus petits, hein, 13, 14, 15 ans, aux entraînements. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Qui portent le maillot de l'équipe de France sur leur dos, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que souvent, ces jeunes-là, avec leurs parents, ils disent ouais, la France nous a fait ci, la France nous a fait ça, donc moi je supporte l'Algérie, je supporte le Maroc. Quand l'Algérie joue, vous voyez, les drapeaux algériens, il y en a de partout. Mais à l'inverse, on voit que ces jeunes-là, quand ils ont du potentiel, quand ils ont du talent, dès que la France arrive, frappe à la porte des parents en disant oui, votre fils qui a 17 ans, est-ce que c'est possible qu'il vienne jouer chez les jeunes de l'équipe de France? Tout de suite, je vous dis tout de suite, il n'y a même pas de réflexion. L'enfant, il va directement, avec l'aide de ses parents, va jouer pour l'équipe de France. Alors que depuis qu'ils sont petits, ils sont dans la victimisation en disant la France ne nous aime pas, c'est ci, c'est là. Ils ont toujours porté les maillots du pays, de leur pays, ils ont toujours. Mais dès que la France les appelle, qu'est-ce qu'ils vont? Ils y vont. Alors que quand le pays de ses ancêtres arrive, pour leur demander de venir jouer chez les jeunes, ils refusent. Ils commencent à demander des garanties, ils commencent à demander qu'est-ce qu'on va faire pour eux, alors que la France, quand il leur dit, il demande rien du tout, ils partent en courant. Vous voyez, c'est toujours cette double, c'est, comme on dit, en fait, il y a d'un côté, on est prêt à supporter beaucoup de choses, et de l'autre, on est incapable de supporter. Pour en revenir à ce que je dis, c'est que un jeune qui va venir ici étudier, avoir des diplômes, devenir ingénieur, devenir quelque chose, quand il va vouloir aller créer quelque chose au pays, qui va avoir des difficultés parce que c'est pas aussi évident que ça, on va lui mettre des bâtons sur les roues, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se barrer. Parce que c'est plus facile de se barrer. Parce qu'il va dire, ouais mais moi j'ai fait mes études, moi j'ai envie de venir créer un truc ici, maintenant regardez comment on nous accueille. C'est normal, on va pas t'accueillir avec à te déroulant le tapis rouge. C'est à toi aussi de se battre, comme ici en France. Combien d'Africains ici, quand je dis Africains, ça peut être même les Antillais. Quand je dis Africains, c'est la peau noire. Hein. Il faut pas se méprendre. C'est la peau noire. Tu peux être Antillais, c'est exactement la même chose. Hein. Ils subissent des choses ici. Combien tu vois qui dorment dehors pour essayer d'avoir la nationalité française? Combien de choses ils subissent, de racisme, tout ce que tu veux, mais ils disent rien. Parce que c'est la France. Ils disent rien. Mais dès qu'il s'agit de rentrer dans leur pays, parce que quand ils vont arriver là-bas, on va pas leur dire oui monsieur, c'est très bien, t'es rentré à la maison, on te fait la fête, vas-y, fais ce que tu veux. Non. Il faut se battre, il faut retrousser les manches. On va dire quoi? Non mais en fait c'est pas bien, je préfère rentrer en France. Donc vous voyez, en fait c'est toutes ces choses-là que je voulais un peu aborder aujourd'hui. Vous savez, le sujet est tellement vaste. Le sujet est tellement vaste que on peut passer des heures et des heures à discuter de ça. Et surtout, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur, qui me fait mal quand je vois ça, que j'essaie d'être un peu plus calme. Mais en fait, il faut que les parents, surtout, parce que on peut pas parler aux enfants, parce que les enfants, quand ils deviennent grands, ils suivent ce qu'on leur a inculqué, ce que les parents leur ont inculqué. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont les parents. Quand on voit que les parents, même les enfants métis, ils défrisent leurs enfants pour avoir des cheveux lisses, parce que ils ne supportent pas qu'ils aient des cheveux bouclés, parce qu'il faut qu'ils soient assimilés au blanc, à être blanc. Non, non. En fait, la colonisation auquel on se plaint tous, c'est pas la bonne colonisation on se plaint. En fait, la vraie colonisation, vous savez ce que c'est? La vraie colonisation, c'est la colonisation des esprits. L'esprit africain a été colonisé. Les Africains aujourd'hui ont du mal
à être africain. C'est-à-dire, quand je dis africain, ça ne veut pas dire forcément habiter en Afrique. À être africain dans la façon de vivre, dans la façon de penser. À se dire, je suis noir, ok, il n'y a pas de souci, c'est normal. J'ai des cheveux crépus, très durs à coiffer, ok, c'est pas grave. Le standard de beauté, c'est pas des cheveux lisses. Ça peut être des cheveux frisés, ça peut être des cheveux crépus. C'est pas un souci. Le standard, ce n'est pas être forcément blanc. Je peux être foncé, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est un travail. C'est un travail de tous les jours des parents. Quand ton enfant, ta fille est née, que tu vas lui acheter une Barbie blonde aux yeux bleus, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ton enfant, il va faire quoi? Et sauf que quand il va aller à la maternelle, on va lui dire, bah, mon coco, t'es pas une Barbie aux yeux bleus, avec des cheveux blonds. L'enfant, il va avoir un gros, gros problème d'identité. Donc c'est ça la question. C'est ça la question, c'est ce que je dis, c'est ça la façon de penser. Le mindset, ce qu'on met dans la tête de nos enfants. Et c'est grâce à ça qu'il va faire en sorte que l'Afrique, peut-être que demain, on aura beaucoup de jeunes Africains avec la tête pleine de savoir, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de... Comment on va dire ça? Ils auront plus d'envie d'aller dans leur pays pour essayer de s'installer, de faire des choses, ne pas considérer l'Afrique comme la poubelle du monde. Parce qu'aujourd'hui, on dit ça, et dans 20 ans, 30 ans, vous savez, l'Occident, les Occidentaux sont malins. Ils ont compris. Il y en a pas mal qui sont en train d'investir en Afrique. De toute façon, ils sont jamais partis, de toute façon. Mais il y en a pas mal qui reviennent investir en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans l'avenir, l'Afrique sera la terre promise. Parce que quand les ressources en Europe, en Occident, diminuent de plus en plus parce qu'il y a tellement de population, en Afrique, il y en a beaucoup moins de population. Donc aujourd'hui, les Africains vont se retrouver étrangers dans leur propre continent. Ça, il faut être sûr. Si la mentalité aujourd'hui ne change pas. Voilà. Écoutez, on va arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. On s'est dit à très bientôt. Merci. Ciao.